Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bettina Flores qui vient nous présenter son ouvrage Le wokisme, nouvelle morale du bien, point d'interrogation. Et donc avec mon invité, nous allons revenir sur son parcours, mais également et surtout sur ce qu'est le wokisme, un terme angliciste pour parler d'éveil, d'initiation à la tolérance envers les minorités, notamment sexuelles, mais pas que. Et donc, avec mon invité, nous allons revenir sur les prémices, sur la genèse même historique et culturelle de ce mouvement, le wokisme, qui aujourd'hui a envahi nos sociétés occidentales notamment, et ses dérivés. Nous en parlerons dans un instant, sachant que les ouvrages vont nous accompagner, notamment donc avec Bettina Flores, le wokisme, nouvelle morale du bien, Marion Sigaud, sexologie et mensonges, que je recevrai au cours du mois de juin, Dysphorie de genre de Nicole et Gérard Delépine, deux ouvrages de Patrice Romain, Requiem et Omerta dans l'éducation nationale. À ma droite, Ariane Billerand et Régis Bruno, Le sexe n'est pas un jeu d'enfant. À côté de Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire par Virginie de Arrojo-Recchia, ainsi que Le désenfantement de Laetitia Deschamps. En dessous, le livre d'un ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, L'école de demain, à côté de Serge Abad-Gallardo, franc-maçonnerie et politique. D'autre part, je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec mon invité. Étant apartisan et asyndical, je n'appartiens à aucune corporation ou mouvement quelconque. Je reste donc totalement indépendant intellectuellement et financièrement. Mon casier judiciaire est vierge, je ne suis pas suicidaire et je rappelle que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Donc merci de répondre présent pour cette émission et de la diffuser au plus grand nombre et je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Oh, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonjour Bettina. Bonjour. Merci de répondre présent pour cette émission, alors qui est, je dois le dire, enregistrée dans les conditions du direct, puisque nous sommes vendredi 16 mai, et sachant que la dernière fois, pour des gros soucis techniques, eh bien, vous n'avez pas pu être présent, mais on va essayer de rattraper le coche aujourd'hui, donc avec cette émission, sachant que c'est un sujet qui est dans notre actualité presque au quotidien, que ce soit au niveau politique, culturel, médiatique, et donc ce livre, eh bien, c'est le wokisme, nouvelle morale du bien. Alors, j'allais dire, il n'y a pas eu de fioriture en matière de couverture du livre parce qu'au moins tout est clair dès le départ avec genre, identité sexuelle, bisexualité, transidentité, transsexualité, parentalité, cancel culture, donc la culture de l'annulation, on y reviendra tout à l'heure, racialisme et post-colonialisme. Alors, on va en parler dans un instant de cet ouvrage, mais d'abord, j'aimerais qu'on apprenne à mieux vous connaître. Déjà, qui êtes-vous exactement, Bettina Flores? Est-ce que vous avez d'éventuels liens d'intérêt avec des associations plus ou moins idéologiques ou autres? Est-ce que vous faites partie de réseaux plus ou moins secrets? Donc, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Alors déjà, comme vous, je suis totalement indépendante. Je fais de la recherche en tant qu'indépendante complètement. Je suis écrivain, voilà. Donc, je ne suis rattachée à aucun mouvement, aucune association, aucun parti politique, absolument pas. Voilà. Et effectivement, mes propos sont les miens, ne regardent que moi, on dira, et voilà, tout simplement. Très bien. Alors, en lisant ce livre, bien sûr, comme tout un chacun, en général, je regarde la 4e de couverture, donc je vais la lire dès maintenant pour que ce soit plus simple. Donc, je cite, « Après avoir enseigné comme chargé de cours en communication dans des universités parisiennes et au Conservatoire national des arts et métiers de Paris pendant une douzaine d'années, Elisabeth Campagna-Paluche s'est installée dans le sud de la France en 2013. Elle se consacre dorénavant à l'écriture d'essais,
de romans policiers, romans historiques, nouvelles, d'articles dans des revues scientifiques et des ouvrages collectifs, et tient une chronique mensuelle depuis juillet 2023 dans le journal en ligne La Presse du Soir sous le nom d'écrivain Bettina Flores. Donc à travers l'ouvrage, eh bien, vous montrez ici les abus des idéologies woke LGBT+, nouvelle religion ou morale du bien, entre guillemets, même si le transsexualisme, le transgenrisme et la transidentité restent un phénomène très marginal, son idéologie prend de l'ampleur depuis une vingtaine d'années. Autant pour un adulte, la souffrance que peut entraîner le fait de ne pas se sentir à sa place dans son sexe de naissance et faire le choix d'en changer est tout à fait audible, voire légitime, du moment qu'il est conscientisé et accepté avec tous les risques qu'il comporte, autant s'en prendre à des enfants, parfois très jeunes ou des adolescents en pleine construction identitaire, est une atteinte, souvent irréversible, à l'intégrité des personnes. Les bloqueurs de puberté, qui sont prescrits à des jeunes dès 11-12 ans, avec les conséquences lourdes pour leur développement physique ou psychologique, ne peuvent qu'être dénoncés et combattus. Seul un adulte, en son âme et conscience, peut prendre une décision qui va bouleverser sa vie, en aucun cas un enfant ou un adolescent en proie à un mal-être, le plus souvent manipulé sur les réseaux sociaux par des militants LGBT+. Il va de soi que les attaques faites à tous ceux qui s'opposent et combattent cette idéologie, qui sont présentés comme transphobes, homophobes, sexistes et pourquoi pas antisémites, sont complètement hors de propos, insiste Bettina Flores dans cet essai qui dénonce les dérives inquiétantes du wokisme. Donc déjà, on a un résumé quand même assez large, assez concret. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire cet ouvrage spécifiquement ? Alors, il se trouve que lorsque j'ai commencé à travailler ma thèse, que j'ai soutenue au département d'études féminines de Paris 8, l'université de Paris 8, qui porte sur une famille méditerranéenne, donc c'est de l'anthropologie sociale en fait, voilà. Dès le début, j'ai participé aux travaux de chercheurs historiens du CNRS à l'IHTP de Paris, c'est-à-dire l'Institut d'histoire du temps présent de Paris, un séminaire notamment qui a duré 3 ans et qui s'appelait Identité de genre et guerre au XXe siècle. Donc la question du genre, si vous voulez, ça fait un moment que je m'y intéresse, que bon, j'ai travaillé dessus pas mal de temps, ça m'a beaucoup servi pour ma thèse d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que pendant ces 3 années et par la suite, évidemment, puisque j'ai continué, je n'ai jamais entendu prononcer le mot woke ou wokisme. Jamais. Je n'en ai jamais entendu parler. Et je peux vous assurer que des textes, des travaux de chercheurs sur la question du genre, j'en ai lu et relu beaucoup, beaucoup. Et ça, c'était l'objet de ce séminaire, d'ailleurs, qui était intéressant. Alors, non pas qu'on s'intéressait aux guerres en elles-mêmes, mais nous, on s'est beaucoup intéressé à ce que les situations de guerre, comme l'occupation, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, ou les hommes sur le front pendant la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que ça induit en termes de genre, c'est-à-dire en quoi ça a bouleversé, si vous voulez, les rôles masculins et féminins dans la société, le fait que beaucoup de femmes étaient au foyer, par exemple, même s'il y a toujours eu des femmes qui ont toujours travaillé, hein, que ce soit dans les campagnes, dans les usines, etc. Qu'est-ce que ces périodes-là, où il n'y a plus d'hommes, hein, ils sont sur le front, où ils sont morts, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même la bataille de France qui dure 2 mois, certes, mais il y a beaucoup de morts et beaucoup, beaucoup de prisonniers aussi, qui se retrouvent dans des camps en Allemagne et qui vont passer 5 ans en Allemagne. Donc tout ça déstabilise la société d'une certaine manière, rebat les cartes, et les femmes sont obligées de prendre des choses en main, clairement, et se retrouvent avec des responsabilités qu'elles partageaient jusque-là et que là, elles sont obligées de prendre à part entière. Donc ça bouleverse la société dans son ensemble. Sachant que, et c'est le constat qu'on avait fait à l'issue du séminaire, une fois la guerre terminée, tout rentre relativement dans l'ordre, hein. C'est-à-dire que ça génère une sorte de confusion du genre, des rôles traditionnels, je dirais, un brouillage des genres, si vous voulez, mais en même temps, ça révolutionne pas tout. Voilà. Et globalement, une fois la guerre terminée, les choses rentrent relativement dans l'ordre. Bon, la période des années 50-60, quand même, est une période, j'allais dire, très, on peut qualifier d'assez réactionnaire, hein, d'un point de vue, voilà. Bien sûr. Voilà. Et il faudra attendre après fin des années 60, début années 70, avec les mouvements féministes. Tout à fait. Qui là vont, voilà.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Bettina, c'est sur la sémantique. Et on en parlait justement en amont de cette émission. Oui. C'est l'empoisonnement du langage, ce que Ariane Billerand notamment dénonce dans ses ouvrages sur le totalitarisme. Alors, exceptionnellement, j'ai ressorti, c'est la première fois que je le fais pour une émission consacrée à, j'allais dire, à l'école, ou en tout cas sur le domaine proche du scolaire avec Blanquer. Et c'est pas pour lui faire de la pub, c'est pour marquer aussi, j'allais dire, l'impact des différents ministres de l'éducation depuis ces 10 à 15 dernières années. Parce que, à titre personnel, comme je milite contre le harcèlement à l'école depuis 2011, la première fois que j'ai vraiment entendu parler de l'ancêtre du wokisme, qui est en fait la théorie du genre, c'est le terme qu'on lui donnait, c'est aux alentours, allez, vraiment dans mes souvenirs, 2013, mais plutôt 2014-2015. Et avec les archives, notamment certaines émissions que j'ai pu faire en hommage à Claire Sévrac, ou en recevant par exemple Farida Belgoul et d'autres personnalités du même acabit, eh bien, je me suis rendu compte que déjà il y a 10-11 ans, on martelait vraiment cette alerte en dénonçant l'OMS, notamment, en dénonçant le plan des élites mondiales. Et je vais citer juste après un passage que vous mettez en début de livre sur le malthusianisme, parce que c'est vraiment la pierre fondatrice. Et en ayant lu justement le livre de Marion Sigaud ces derniers jours, j'ai retrouvé vraiment ce mélange-là, donc ce bloc-là fondateur. C'est-à-dire qu'on part en fait d'une vision, mais d'une vision de gens qui ne vivent pas comme nous, qui n'ont pas la même façon d'aborder, j'allais dire, l'existence, parce que déjà, ils ont un plan de dépopulation en tête. Et en plus, cette émission tombe dans une période où on parle beaucoup de la loi sur l'euthanasie, où on a en plus la constitutionnalisation du IVG. Voilà. Donc, en fait, on a plusieurs thématiques de société qui nous mènent vers la mort, quoi qu'il arrive. Alors, au-delà de l'existence en elle-même, c'est-à-dire, il y a une vie, il y a la naissance, il y a la vie, il y a la mort. Mais là, c'est une propagande presque éhontée de la mort, que ce soit via le wokisme, qui est une forme de mort identitaire, de mort physique, pas dans le sens on vous tue, mais on peut tuer, les organes génitaux en quelque sorte. Et ça, on va en discuter parce qu'il y a presque une dimension anthropologique, métaphysique, philosophique. C'est pas juste je me sens pas bien dans mon corps, j'ai envie de changer de sexe. Ça va au-delà de cela, parce qu'une fois qu'on a changé, on peut plus revenir en arrière comme on l'espère. Et ça, Nicole et Gérard Delépine l'ont très bien expliqué aussi, et c'est pour ça que vous faites référence à eux, notamment dans l'ouvrage. Donc justement, l'extrait que je vais citer, il est très très court, page 6, où vous dites que le wokisme, et toujours il y a le isme à la fin, pour les termes génériques, prend son origine dès le 19e siècle via l'idéologie de la dépopulation, donc le malthusianisme, et la première moitié du 20e siècle avec justement une forme d'eugénisme, la stérilisation forcée, euthanasie des handicapés, et s'inscrit dans celle du transhumanisme, véritable totalitarisme qui ne dit pas son nom. Les politiques éducatives appliquées aux jeunes le sont au nom des droits sexuels des enfants. Nouveau concept mis en place par les organes officiels. C'est à travers cet essai donc que vous allez essayer d'analyser, de démontrer, en remontant aux origines qui ont amené à ce mouvement. Le wokisme ne vient pas de nulle part. Il prend sa source dans une histoire lointaine de presque 2 siècles. Son impact sur la société contemporaine est réel et de plus en plus prégnant. Il influe sur la perception que l'on peut se faire de sa propre identité sexuelle et a des répercussions sociales, culturelles et anthropologiques conséquentes. En cette époque de transition de modèle et de société, la compréhension de ce mouvement me semble particulièrement importante pour saisir les enjeux politiques, médiatiques et sociaux actuels. Et le constat que je fais à titre personnel, vous me direz ce que vous en pensez, c'est qu'avec le Covid, l'accélération de l'agenda qui devait être échelonné sur beaucoup plus d'années s'est fait en fait en l'espace de 5 ans, on a presque réduit de moitié les échéances. Et donc, on a accéléré le temps et dès la sortie du pass sanitaire et vaccinaux, on commençait déjà à changer de registre et à changer de propagande. Quand c'était pas le conflit en Ukraine, c'était le wokisme. Voilà. Donc, je vous laisse rebondir là-dessus. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, le lien que je fais direct avec le wokisme, alors, vous, chapeau d'en avoir entendu parler en 2012-2013, moi seulement en 2021.
pas avant, vous voyez. Courant 2021, il y avait une amie chez moi et à un moment donné, on entendait à la radio, je dis mais c'est quoi ce wokisme? Je lui demande mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Elle m'a dit mais oui, moi aussi, j'entends ça depuis un petit moment et puis elle m'a expliqué ce que c'était. Donc Stay Awake, en fait que ça venait des campus universitaires américains, il faut le préciser, mais que ça a déjà commencé il y a à peu près au moins 20 ans, hein, une vingtaine d'années aux États-Unis. Hein. C'est arrivé un petit peu après chez nous, quoi. Voilà. En Ça, fait, la c'était la parenthèse. problématique, Bettina, si je puis me permettre, et pour tous les auditeurs qui vont nous écouter et qui vont dire ouais, mais il faudrait parler français parce que wokisme c'est pas français. Et c'est vrai. C'est pour ça que quand j'en ai entendu parler les premières fois, pour être tout à fait honnête, c'est vraiment en 2015 où j'ai commencé à être percuté par ce phénomène-là, puisque étant donné que dans le harcèlement scolaire, le but c'est aussi de défendre les minorités harcelées comme les gays, les lesbiennes, mais la transsexualité, on en parlait. Enfin, moi, j'en avais pas entendu beaucoup parler à ce moment-là. C'est avec le recul des archives notamment qu'on voit l'impact aujourd'hui. Mais simplement, je voyais notamment Najat Vallaud-Belkacem avec la réforme de l'orthographe, avec la réforme notamment un petit peu de l'écriture inclusive, par exemple. Voilà, l'écriture inclusive notamment. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à m'insurger. Et d'ailleurs, j'en ai fait un bouquin qui s'appelait à l'époque La loi du silence, qui montrait l'école du futur, avec les écrans, les tablettes, etc. Et là, j'allais dire, mon livre a été dépassé depuis très longtemps en réalité. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que en anglais, dans les verbes irréguliers au prétérit, c'est wake, woke, woken. Donc ça veut dire se réveiller. Se réveiller, prendre conscience de quelque chose. Mais c'est censé être bienveillant, être positif. Et il y a eu un dévoiement de cette définition-là, de ce verbe-là, pour faire en sorte que ce soit le réveil des minorités qui deviennent en fait des tyrans pour imposer leur minorité à tout le monde. C'est-à-dire l'antithèse de ce que ça devrait être. Respecter les minorités, en soi, c'est tout à fait logique, c'est du bon sens. Qu'il y ait des homosexuels, qu'il y ait des gays, etc., moi, ça me pose pas de problème. À titre personnel, ça pose pas de problème à la plupart des gens. Le problème, c'est que quand ça devient une norme et une idéologie qu'on va ensuite utiliser comme instrument politique afin de laver le cerveau des jeunes à l'école, avec notamment l'éducation à la sexualité qui participe de près et de loin à cette idéologie-là, là, ça devient dangereux. Et quand on creuse un petit peu, que ce soit Marion Sigaud, Ariane Bilran, Maître Virginie Arjorekia, Lédé Lépine et d'autres, on se rend compte que l'OMS avait déjà tout planifié depuis des années. J'avais même entendu parler d'un agenda de 2019 à 2030. Et donc, ce qui se passe, c'est que le but de tout cela, c'est de participer à la dépopulation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas le côté identitaire ou le respect de l'être humain, dans sa dignité. Ça, c'est ce qu'on pourrait penser, nous, à notre niveau. Mais le but de l'OMS, c'est que comme on est trop nombreux sur la planète et qu'il faut plus faire d'enfants parce que plus on en fait, plus il faut les nourrir et on n'a plus assez de ressources pour ça, d'après eux, eh bien, le fait de créer, des identités de genre qui ne soient plus compatibles avec la reproduction naturelle et biologique, eh bien, participe finalement à une forme de stérilisation, mais choisie par l'humain lui-même. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est terrible quand on dit ça comme ça. Moi, ça me fait pas plaisir de parler comme ça, mais c'est un peu ce qu'on peut comprendre avec le recul. Alors, déjà pour faire le lien, comme vous faisiez avec ce qui s'est passé pendant la crise Covid, il y a la question du consentement, par exemple. Tout à fait. Il se trouve que cette question-là, elle est abordée, mais ébauchée à peine, je dirais, dans les programmes EVRAS, normalement. On explique bien le consentement pour l'enfant, on touche pas à ton corps t'appartient, etc. Il y a tout un discours là-dessus. Mais réellement, moi, je pose la question, c'est quoi le consentement à 5 ans, à 10 ans, ou même au-delà, un adolescent qui est en pleine crise identitaire, c'est quoi exactement? Sachant qu'en plus, quand on parle en général de bloqueurs de puberté, on n'évoque absolument pas les conséquences physiques et psychologiques. C'est pas rien. Prendre des hormones, hein, c'est absolument pas rien. Ça a des conséquences considérables. Bloquer la puberté d'un jeune, ça peut effectivement amener à la stérilité, sans pour autant qu'il y ait ablation des organes génitaux d'ailleurs. Sur le long terme, ça veut dire atrophie des seins pour les petites filles, du pénis pour les garçons, etc. Enfin, il y a toutes sortes de conséquences. Je pense que
docteur de Lépine l'explique très bien dans son ouvrage. Hein, bon, on va pas revenir là-dessus. Donc tout ça n'est pas indiqué. Alors on parle de consentement, c'est un peu la tarte à la crème, très bien. Mais sauf que le consentement, il y a même, moi je cite un auteur dans mon texte qui en parle très bien, qui en donne la définition. Le consentement, c'est quand on est parfaitement informé, mais totalement, de toutes les conséquences, hein, quel que soit le domaine, hein, c'est pas le problème, et qu'on adhère, qu'on est d'accord, voilà. Mais concernant des enfants, voire des adolescents en pleine crise d'ado, ce qui est tout à fait normal d'avoir une crise. Qui à l'adolescence ne sait pas un jour peut-être demander s'il est homosexuel ou pas, s'il aimait les filles ou les garçons, ou les deux, etc. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose à l'adolescence. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et puis alors, il y a aussi une nouvelle pathologie qui existait autrefois, qui était relativement rare. Je dirais, c'était la dysphorie de genre. C'est-à-dire effectivement des enfants qui se sentaient pas bien en tant que fille ou en tant que garçon et qui s'interrogent. Bon. Maintenant, c'est devenu carrément un quasi-diagnostic, quoi. C'est-à-dire chaque fois qu'un enfant va commencer à avoir ce genre de soucis, c'est de la dysphorie de genre. Mais qui dit dysphorie de genre dit la suite qui vient après. C'est-à-dire protocole de soins pour commencer à faire ce qu'on appelle à transitionner, comme on dit, vers l'autre sexe. Voilà. En fait, ce qui est dangereux, Bettina, c'est que donc ça va trop loin. Alors tous ces mouvements minoritaires aussi, je continue, dont vous parlez effectivement, les homosexuels, sachant que jusqu'en 82, la loi criminalisait l'homosexualité. Enfin, il faut voir tout ce qu'ont vécu tous ces gens pendant des siècles entiers. Il y a eu une répression terrible à différentes époques, plus ou moins importante, ça dépend des moments. Mais bien sûr que les revendications des minorités, c'est extrêmement important, qui ont pu être vraiment persécutées, victimes, etc. Le problème, c'est que toutes ces revendications se radicalisent. C'est ça le problème. C'est pas tellement le fait d'être une minorité en soi qui est problématique, c'est la version radicale que ça prend actuellement. Et tyrannique, parce que le problème, c'est ce qu'on appelle la tyrannie. Et qui génère de l'intolérance, au nom de la tolérance en plus. Tout à fait. C'est ça qui est une espèce de perversion comme ça des choses qui se mettent en place. Et ça va trop loin, ça va trop loin. Alors, et surtout quand ça touche les enfants, moi ça me, ça passe pas pour moi. Forcément. Ça passe pas. Enfants et adolescents hein, aussi, faut pas croire. Le principe du consentement, on parlait du Covid à l'instant. Il faut rappeler que déjà en matière de santé publique, le serment d'Hippocrate n'a pas été respecté par beaucoup de médecins et que le consentement libre et éclairé, comme on dit, vis-à-vis de l'injection Covid. Voilà, déjà. Donc, c'est pareil, parler du consentement d'un enfant quand on sait qu'aujourd'hui, les élites, le système fait en sorte d'abaisser au maximum la minorité sexuelle pour pouvoir justement faire avaler toutes les couleuvres possibles. Et je fais le lien de votre ouvrage avec celui de Marion Sigaud, puisque dans l'ouvrage de Marion, ce qui m'a troublé, parce qu'en fait, c'est tout à fait ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je sais plus qui dit ça dans l'ouvrage, je crois que c'est un professionnel de santé ou je sais plus qui, mais qui disait, en fait, on apprend l'éducation à la sexualité aux enfants pour qu'ensuite ils puissent le reproduire avec nous. Donc, en gros, alors, vous voyez, allez-y. Oui. Alors là, pareil, les programmes, j'invite tout le monde à aller regarder ces programmes, à les lire. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est pas compliqué à lire non plus, pour s'informer, voilà. Moi, ce que j'ai constaté, alors peut-être que j'ai mal lu, que j'ai zappé ou quoi, je n'en sais rien, mais il me semble, je crois là, j'ai quand même lu 2 fois, je n'ai vu le mot pédophilie et pédocriminalité aucune part. Alors, il faut faire de la prévention avec qu'on touche pas ton corps t'appartient, etc. Le consentement, tout ce qu'on veut, mais le mot pédophilie, pédocriminalité n'existe pas. Alors, je suis désolée, c'est un fléau. C'est un véritable fléau, la pédophilie, actuellement. Hein? C'est plus qu'un fléau, c'est un crime. C'est un crime commis sur les enfants. Bien sûr que c'est un crime, mais en plus, ça, dans des proportions importantes. Bien sûr. Voilà. Mais encore une fois, on parlait de l'OMS tout à l'heure, c'est le même bois, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'école a un niveau qui s'est effondré dans le classement PISA, que ce soit en mathématiques, en français, etc. Et aujourd'hui, à l'école, eh bien, les enfants, et c'est pas une caricature, hein, sont plus alertes sur le Kama Sutra et sur le réchauffement climatique par rapport à lire, écrire et compter. Connaître l'histoire de France quand elle n'est pas
annulé par la culture, hein. Le principe de la cancel culture, c'est ça, c'est parce que on a colonisé des pays, on a fait de l'esclavage, donc du coup on doit anéantir toute une partie de l'histoire et faire du terrorisme intellectuel et culturel. Et puis on a ces idéologies-là qui pénètrent vraiment de manière de plus en plus évidente et très bien subventionnées aussi dans les écoles, parce qu'il faut bien comprendre aussi que l'éducation à la sexualité, le wokisme, c'est du même bois, c'est du même principe. C'est-à-dire qu'il y a toujours le principe de ça part d'une bonne intention. Et souvent, quand j'en Oui, discute autour de oui. moi, il y a des gens qui disent bah oui, mais c'est bien que les enfants quand même soient initiés à ce qu'il faut pas faire, etc. Alors tu penses qu'un enfant à 5-6 ans qui on lui dit bah qu'il peut se faire sodomiser, etc. Tu crois que c'est normal ah bon, ils font ça à l'école, etc. Alors je dis pas forcément dans toutes les écoles, et heureusement, mais dans certaines écoles, on a des témoignages de parents. D'ailleurs, dans le livre d'Ariane Bilran et de Régis Bruno, il y a des témoignages sur une dizaine de pages de parents qui s'étonnent que t'as fait quoi aujourd'hui, mon fils, ma fille, etc. Ah ben, comment dire, l'intervenant qui n'est pas une personnalité du monde médical, qui n'a pas les compétences Pas les pour, et compétences. dont le Ouais. but n'est pas de faire ça, qui n'est pas adapté à l'école, lui dit voilà, sucer le vagin, des choses comme ça, des trucs qu'on trouverait chez Marc Dorcel normalement, pas dans une cour d'école ou pas dans une classe. Encore, j'allais dire, je dirais même pas encore moins dans une classe, mais dans le sanctuaire du savoir, c'est pas un tournage de film porno. Et on se rend compte que par des ouvrages, parce que ça se finit en ouvrages qui sont censés être éducatifs, Oui. ludiques. Donc la perversion, elle est à tous les niveaux. Ou alors avec même des poupées ou alors Ah des oui, dessins oui, animés, oui, oui, parce que le ça se wokisme, veut ludique. Ah bah ludique et pédagogique, bien évidemment. Ah sûr, bah oui, tout ça à fait. s'adresse à des élèves, donc forcément. Mais justement, je cite des exemples dans, bon, j'ai pas tout précisément en tête dans mon Bien sûr, ouvrage, mais où il y a quand des enfants qui sortent traumatisés de cours, bien sûr. traumatisés. C'est une Il y a effraction. l'exemple que je donne aussi une petite fille de 8 ans qui rentre à la maison et qui dit à sa maman, ben voilà, les petits garçons, je sais pas ce qui s'est passé, ils m'ont tripoté ou je sais pas quoi. Donc la mère appelle la directrice de l'école en expliquant. Et la directrice lui dit non, non, vous interprétez mal, vous extrapolez, enfin sous-entendu du genre vous êtes trop fusionnel avec votre fille ou je sais pas quoi. Et puis non, non. Alors soi-disant ils apprenaient à jouer au docteur. Alors déjà, est-ce qu'on a besoin vraiment de cours pour est-ce que les enfants ont besoin de cours pour apprendre à jouer au docteur? Déjà, première chose. Mais en présence d'un adulte, répond la directrice. Un adulte était présent pour surveiller. Mais c'est pas du voyeurisme, ça, quelque Ah, part? mais Je me pose la question, moi, quand même, non? je sais plus qui C'est-à-dire m'a dit qu'il y a ça, un mais adulte qui a assisté à la scène où la petite fille de 8 ans se fait tripoter par deux camarades, il regarde, il bouge pas. Il n'y a pas de problème. l'éducation sexuelle, c'est la légalisation implicite et la légitimation implicite de la pédocriminalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh Moi, bien, j'en suis arrivée à ces conclusions, ah ben moi, franchement, avec tous ces exemples que j'ai bien vus, que sûr, j'ai lus aussi. Ouais. bien sûr. Et d'ailleurs, c'est Malheureusement, intéressant parce que vous faites beaucoup de pédagogie dans votre ouvrage. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié aussi. On fait beaucoup d'éducation populaire en vous lisant, notamment sur le principe du genre, page 26. Vous nous parlez de l'histoire du genre en Occident et notamment sur les travaux. Alors, Simone de Beauvoir, quand j'ai lu le passage sur Simone de Beauvoir, il faut rappeler qu'elle a signé avec Sartre la fameuse tribune du Monde et de Libération de 77 sur la pédocriminalité, avec des Jack Lang, avec des Maznev, non, etc. mais Voilà, l'un n'empêche pas l'autre, hein, bien sûr, du tout. bien Hein. sûr. Mais Oui. voilà, avec le mouvement Les queer, contradictions ne sont pas interdites. Hein. évidemment. Et donc, après, on a le 19e siècle avec la question du transgenre qui est abordée et induit en trouble conceptuel sur le sexe et la sexualité que je vous expliquais plus loin. Margaret Mead, l'anthropologue, dès 1935, donc il y a 90 ans cette année, distingue pour la première fois le rôle social et l'appartenance sexuelle avec la notion de rôle sexué, à travers des travaux de recherche pour les peuplades anciennes en Océanie, où elle constate une organisation sociale sur les femmes qui travaillent à l'extérieur et les hommes qui restent à la maison pour s'occuper des enfants. Concernant l'éducation à la sexualité, le grand gourou, parce qu'on peut parler de gourou et de grand Manitou, c'est Alfred Kinsey,
qui a fait des expériences abjectes sur les enfants. Et Judith Reisman, qui a lutté contre pendant toute sa vie. J'en parle bien sûr, c'est très important. Ça a normalisé en quelque sorte tout ça, et notamment la pédophilie. Il a été en contact quand même avec un officier nazi qui était dans des camps et qui a fait des expériences sur des jeunes enfants, des enfants. Hein. Et il a correspondu pendant très longtemps avec Kinsey, tout ça. Enfin, tout ça, il y a toute une histoire derrière tout ça, en amont. Les choses n'apparaissent pas comme ça. C'est ça qui semble assez paradoxal, j'allais dire, avec le recul, c'est que Kinsey est né au début des années 1890 et il est mort, je crois, en 1956. Donc, on est quand même, il y a 70 ans. Et en même temps, si je puis dire, on a le sentiment que dans les familles françaises, pour rester sur le principe français, il y avait une forme quand même de puritanisme, de pudeur au sein des foyers, etc. Donc comment peut-on expliquer que finalement ces mouvements-là, même de sexualisation des enfants, même de prémices à la pédocriminalité, d'historique en matière d'éducation sexuelle, ça remonte à, j'allais dire, même presque avant-guerre, parce que on parle souvent de la Seconde Guerre mondiale, mais déjà avant-guerre, notamment en Allemagne, il y avait déjà des bordels un peu partout dans les années 20, les années folles, ça porte bien son nom. Est-ce que ce n'était que dans des milieux très sélectifs et privés, ou est-ce que finalement l'accès à l'information... Alors c'était ça. Est-ce que l'accès à l'information que nous avons aujourd'hui nous fait prendre conscience que finalement c'était pas si bien avant? Ah ça, c'est difficile de dire ce qui est bien, ce qui est mal, ou c'était mieux avant ou moins bien. Simplement, ça restait dans des milieux artistiques, par exemple, ou intellectuels très délimités. Toutes les grandes capitales de l'entre-deux-guerres, que ce soit Berlin, Paris, Londres, etc., avaient des lieux comme ça où il y avait des transsexuels. C'est pas, la transsexualité a toujours existé. C'est pas ça le problème. C'est pas ça de toute façon le problème. Le problème, c'est que on transpose tout ça sur un large public maintenant, et on vise directement les enfants, quoi, tout simplement, les jeunes. Mais ça a toujours existé, c'était pas nouveau. Alors ils étaient plus ou moins réprimés, plus ou moins tolérés, même dans l'Allemagne. Juste avant les années 30, il y avait une grande tolérance par rapport à l'homosexualité. Alors l'homosexualité, pareil en Allemagne, c'était surtout l'homosexualité masculine qui était réprimée, hein, où beaucoup d'homosexuels hommes sont retrouvés dans des camps. Le premier camp en Bavière, de Dachau, qui a été construit en 1933, hein, c'est le premier camp que les nazis ont construit. Il y avait quantité d'homosexuels qui portaient un triangle rose, d'ailleurs, pour les identifier par rapport aux prisonniers politiques, etc. Aux tziganes aussi, à tout ce qui était, déviant, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui ne rentrait pas dans les critères nazis, disons, ariens et autres. Mais, par exemple, l'homosexualité féminine n'était pas réprimée, parce qu'on considérait que ça ne mettait pas en danger, si vous voulez, l'identité masculine, la virilité, la masculinité, toutes ces choses, qui fait que, sachant que nous étions à quelques années de la guerre aussi, d'une seconde guerre quand même, hein, où toutes ces valeurs-là guerrières, etc., étaient importantes. Mais tout ça, tous ces lieux ont toujours existé, mais c'était relativement marginal, mais c'était pas non plus rarissime, hein, voilà. Bien sûr. C'était toléré même par le pouvoir, plus ou moins. Alors de temps en temps, il y avait des descentes de flics comme ça mais bon, c'était même la loi qui n'a été supprimée qu'en 82 de l'homosexualité n'était plus appliquée depuis longtemps. Les peines n'étaient plus vraiment appliquées, voilà, même si c'était toujours considéré comme un crime, je dirais, ou jugé au pénal, quoi. Voilà. Alors justement, vous parliez du pouvoir, c'était ma prochaine question, parce que on se rend compte d'un changement de paradigme depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, c'est-à-dire que traditionnellement, avec les présidents qu'on avait eus auparavant, on avait par exemple un De Gaulle qui n'exposait que très rarement sa vie privée, ou en tout cas s'il n'y avait pas les paparazzi, on savait très peu de choses. D'ailleurs, il n'y a aucun témoignage oral connu de Tante Yvonne, comme on dit. Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac
il y avait une sorte de tradition de coureur de jupons, on va dire. Avec Sarkozy et Hollande, ça a été plus dans le bling-bling et voir le grotesque avec Hollande et son scooter. Et puis avec Macron, on est arrivé dans un changement de cap, si je puis dire, c'est que sortir avec une femme de 25 ans plus âgée que lui, et puis ces questions sur l'affaire Trogneux, sur est-ce que Brigitte est un homme ou une femme, etc. Est-ce que vous pensez pas que ça a participé de manière beaucoup plus flagrante et rapide à l'émergence, même si ça existait déjà avant l'arrivée de Macron au pouvoir, mais on parlait de théorie du genre, on en parlait, j'allais dire, dans des textes de sociaux, j'allais dire encore une fois, dans des cercles intellectuels assez fermés. Mais voilà, mais depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, on a le sentiment, c'est dû en même temps, encore une fois, c'est que d'un côté, c'est une question qui ne devrait pas se poser parce qu'il y a un pays à gérer, mais de l'autre, les mœurs de ce couple particulier, sans compter ceux des ministres, etc., puisqu'on a eu quand même un Premier ministre, Gabriel Attal, pour ne pas le nommer, qui a dit que c'était une fierté pour lui d'être le Premier ministre, pour la première fois homosexuel à le revendiquer ouvertement à l'Assemblée. Donc c'est-à-dire que le genre et l'orientation sexuelle était devenu un argument politique, ce qui montre bien aussi le niveau du pays aujourd'hui, et ce qui doit faire rire pas mal de gens un peu partout dans le monde. Mais de ce fait, est-ce que vous ne pensez pas que l'arrivée de Macron au pouvoir, ça a mis un pied, ça a mis un acte vraiment fondateur d'un changement de paradigme total, et la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques aurait pu être un des exemples les plus flagrants. Gros scandale il y a un an de cette cérémonie qui a montré un visage de la France qui n'est plus celui qu'on connaissait et qui a montré une dystopie genrée assez manifeste. Alors, je pense oui, on peut faire le lien, effectivement. Je pense qu'il y a une plus grande visibilité qui est voulue. C'est un choix politique. De toute façon, toutes ces questions-là sont politiques. Ce ne sont pas que des questions de société. Il y a une démarche derrière. Les militants, ils font de la politique, woke. Ils sont pas, voilà. Donc oui, le lien, on peut le faire. Alors après, jusqu'où on peut aller, je ne sais trop rien. Ça, faudrait être en savoir précisément ce qu'il en est. Mais effectivement, il y a une beaucoup plus grande visibilité. Et c'est vrai que la cérémonie des Jeux Olympiques, j'en parle dans mon texte justement. J'ai rajouté d'ailleurs ce passage à la toute fin, juste avant de publier mon texte, puisqu'il a été publié en août 2024. J'ai trouvé ça intéressant de ce point de vue-là, dans le sens où effectivement, là, on a vraiment une affirmation, une émergence là qui est posée, si vous voulez. On essaie de pousser vers une remise en question totale. On génère une sorte de bouleversement, en se demandant même si quelque part on cherche pas à choquer, à provoquer également. C'est un peu voulu, voilà, faire bouger les lignes, quoi. Voilà. Alors ça n'a pas été seulement sur le principe du changement de genre, donc du transgenrisme, de la transidentité ou encore de l'orientation sexuelle, ça a été même sur le principe du couple, c'est-à-dire qu'on a vu un trouble dans la cérémonie d'ouverture. En fait, c'est une analyse, j'allais dire, sociologique, cette cérémonie d'ouverture, au-delà du côté historique, etc., ou de la fameuse scène avec l'autre artiste, là, je sais plus comment il s'appelle, qui se mettait en position de Dionysos, là, mais on a vu à quel point finalement les mondialistes, Philippe Catherine, oui, les mondialistes, à travers cette cérémonie d'ouverture, ont montré la France de leurs rêves à eux, c'est-à-dire pas la France qui est représentative du peuple français, ou en tout cas qui l'était jusqu'à une période récente. Et on est dans la France d'après Covid, d'après l'agenda, d'après la grande réinitialisation. Pour eux, finalement, la cérémonie d'ouverture, c'est la grande réinitialisation woke, où déjà le français disparaît en tant que autochtone, en tant qu'identité, en tant même que nation, puisqu'on voit que on parle même plus la langue française. C'est-à-dire que la théorie du genre, c'est facile à comprendre sur le principe. Il y a la théorie, il y a le genre, et vous le définissez. Mais le wokisme, c'est une forme d'anglicisme globaliste. Et on met un terme générique,
et donc on sait plus ce qu'il y a dedans finalement. Alors justement, en parlant de théorie du genre, alors pour moi, je le dis, qui est quand même travaillé sur la question du genre de pas mal de temps et depuis un bon bout de temps aussi, c'est pas une théorie le genre, du tout. Alors quand on parle de théorie, on alimente justement, je dirais, on va dans le sens du wokisme. Je vais expliquer pourquoi. Est-ce que franchement, vous, Nicolas, en tant qu'homme, vous considérez que vous êtes une théorie en tant qu'homme? Pas vraiment. Bon. Moi, en tant que femme, je me sens pas théorie, je me sens une femme. Pas vraiment, bon. Non. On est d'accord. Bon. Donc, il y a une confusion entre le genre et le sexe biologique, déjà. Alors, pourquoi? Parce que le genre, effectivement, on l'a vu, il varie d'un espace à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre. C'est pas du tout quelque chose de figé, le genre. Même au sein d'une même culture, dans un même pays, ça évolue. Tout ce que vous avez expliqué qui font qu'on est parti d'un point A et on va vers un point B, ça va dans le sens d'une évolution. C'est comme ça. Alors, on peut aller vers l'avant, vers l'arrière, on peut s'arrêter. Enfin, bon, bref. Tout ça, c'est très mouvant. Ça n'est pas figé. Voilà. Mais les rôles sociaux masculins et féminins ont toujours existé. Toute société a toujours distingué le masculin du féminin, de façon différente, mais il a toujours distingué. Bon. Donc, effectivement, le sexe biologique, c'est une réalité, on est bien d'accord. Après, que des gens plus tard, moi, je dirais à l'âge adulte, ça ne pose pas de problème, on en a parlé, ne se sentent pas bien dans leur sexe biologique, dira, et font le choix d'une transition sexuelle. Ça les regarde, ok. Mais le genre, c'est autre chose. Le problème, c'est que maintenant, on ne parle plus de sexe, ni de sexualité, ni de sexualité. On ne parle plus que de genre. On ramène tout au genre. Et il y a une confusion qui est faite entre le genre, qui est un rôle social dans une société donnée à un moment donné, et le sexe biologique. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Identité de genre, identité sexuelle, c'est pas tout à fait la même chose. Et être une femme, être un homme, je suis désolée, c'est pas de la théorie. Bien sûr. C'est une réalité. C'est une réalité sociale. Donc, quand on utilise ce terme de théorie de genre, moi, ça me gêne. Bon, c'est pas dramatique, mais ça me gêne. Non, mais parce de toute que façon, je comprends bien. Ça alimente le camp wokiste. Parce que eux, les wokistes savent très bien que le genre, c'est pas une théorie. Puisque certains demandent un changement de sexe. Donc là, il y a bien une réalité pour ces personnes-là. C'est pour ça que cette confusion, elle est faite sciemment, parce que vous voyez, on l'utilise parce que ça a été utilisé par des ministres. Ça brouille les pistes, ça brouille les repères, les gens n'y comprennent plus rien, voilà. Mais il faut bien comprendre, Bettina, quand j'ai lu votre ouvrage, c'est que on est parti de deux genres, hommes et femmes. Maintenant, il y en a 50 000. Mais maintenant, il y en a un troisième. LGBTQI+, etc. Non, mais maintenant, on parle de transgenre. Et même dans les programmes scolaires, on parle de troisième genre. Ça aurait fait plaisir. Mais troisième genre, qui serait en fait un troisième sexe, quelque part. Oui, c'est le troisième sexe d'Indochine. Parce que ce sont des personnes qu'on appelle intersexuées, qui ont changé de sexe. Mais vous voyez encore comment ça joue sur genre, sexe, là, tout ça. Ça devient une espèce de magma épouvantable, les gens s'y retrouvent plus. Je tombais sur la page intersectionnelle parce que moi-même, je vous avoue que j'ai pas mis mon vocabulaire et mon dictionnaire à jour sur certaines définitions. Moi, je suis assez vieille France, comme dit certains. Mais moi, je suis pas vieille France, vous voyez. Pourtant, on se retrouve sur ces idées. Non, mais je suis pas du tout vieille France, moi. Ah bah, c'est sûr que quand on se plonge dans ce genre d'études, c'est difficile de le rester, mais intersectionnalité. Se présente comme une nouvelle discipline universitaire qui permettrait de coiffer directement Grievance Studies, étude des doléances, des griefs, tout en favorisant une convergence des luttes. Alors, convergence des luttes, je l'ai entendu pendant les Gilets jaunes, mais on ne devait pas parler des mêmes luttes à ce moment-là. C'est la juriste Kimberly Crenshaw qui l'a introduit en 89, donc c'est pas récent, et qui le définit comme une situation dans laquelle une personne regroupe des caractéristiques raciales, sociales, sexuelles et religieuses qui lui font cumuler plusieurs handicaps sociaux et en font la victime de différentes formes de discrimination. Le dit Briscoe-Turian en 2021. Les discriminations ne s'additionnent pas, en fait, elles se multiplient. Donc, en gros, ça s'étend à toute personne qui, par un aspect de sa personnalité, s'écarte d'une norme sociale ou physique dite dominante. Ainsi, ce ne sont plus seulement les discriminations faites aux femmes, en particulier quand elles sont noires et ou homosexuelles, mais aussi celles dont sont victimes les autistes et les obèses, même s'ils sont blancs.
Elle est devenue une théorie générale de l'oppression, une injustice systémique que subiraient toutes les personnes vivant en Amérique du Nord, à la seule exception des hommes blancs hétérosexuels disposant d'un certain niveau de revenu, d'un bon état de santé physique et mental. Ça me fait penser à une blague de Coluche quand il disait Dieu a fait des hommes gros, Dieu a fait des hommes grands, a fait des hommes petits, a fait des hommes moches, et il dit il y en a qui sont petits, noirs et moches, et eux ils vont avoir beaucoup de problèmes. J'ai plus la phrase exacte, mais c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on est dans une approche différentialiste de l'identité. C'est-à-dire que toute différence, aussi minime soit-elle, quelle qu'elle soit, avant on parlait de handicap éventuellement, qui peut générer une différence, et encore, voilà, il y a des choses à dire, mais disons que voilà, toute différence aujourd'hui, vous êtes gros, vous êtes maigre, vous êtes blanc, vous êtes noir, vous êtes latino, vous êtes, vous êtes ouvrier, vous êtes PDG, vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous êtes un transgenre, vous êtes toute différence, c'est une approche différentialiste du monde. Donc ça peut aller très très loin. Et si à partir du moment où chaque différence est revendiquée et bascule dans le radicalisme, ça nous donne les excès qu'on voit actuellement. En fait, ça ne veut pas dire que la différence n'existe pas, on est bien d'accord. C'est ce que Sarkozy a appelé la discrimination positive. Alors ça donne ça effectivement aux universités américaines, mais ils en reviennent actuellement, parce que déjà la discrimination positive c'est un oxymore parce que par principe une discrimination c'est péjoratif, c'est négatif. Donc dire que une discrimination peut être positive lorsqu'elle est dans l'intérêt de la personne en question. Par exemple, je dis n'importe quoi, dans une entreprise on fait un quota de personnes racisées, donc un tel est noir, et puis en plus il est autiste et handicapé moteur, bon bah on va l'inclure tout de suite dans l'entreprise, même si il est con comme un balai sans manche, excusez-moi du terme, mais parce que il représente l'image d'une entreprise tolérante, ouverte d'esprit et woke, et bien du coup on va l'inclure, on va faire de l'inclusion, parce que c'est pareil, la novlangue, il faut savoir qu'au départ, c'était pas parti de mauvaises intentions non plus. Il faut remettre dans le contexte du moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ou quand dans tous les conseils d'administration des grandes entreprises, il n'y a pas une seule femme, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Et donc ça va on demande aux entreprises d'inclure les femmes, et ça marche pas. Alors on fait quoi? Eh ben, Bettina, on essaie de faire de la discrimination positive, comme vous dites. Mais là où ça pose problème, c'est quand, pour moi, ça peut impulser, ça donne une impulsion, pourquoi pas, ça oblige, parce que malheureusement, on est dans une société qui est comme ça, souvent. On peut conseiller, recommander, mais ça marche pas. Des fois, ça marche pas. Bon, c'est comme ça, c'est triste. Donc, ça peut donner une impulsion. Le problème, c'est quand ça dure dans le temps. Là, c'est pas bon parce que ça a un côté pervers qui fait qu'effectivement, ça tire vers le bas. Par exemple, le niveau d'élèves d'étudiants risque de baisser forcément si on ne recrute plus que sur des critères dits de race, entre guillemets, sachant que la race n'existe pas. Hein, j'insiste là-dessus aussi. Il y a l'humanité, il y a des êtres humains, mais la race, ça n'existe pas. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris, ça. Le principe de la race n'existe pas, donc ça veut dire que le racisme n'existe pas non plus. Si, mais le racisme, oui. Mais ça, c'est un truc de gauche, ça, j'ai remarqué. Un retournement, mais les races n'existent pas. Ça, c'est un discours de gauche en général. J'ai toujours entendu. Non, mais les races, non, mais je suis désolée. Il y a l'humanité. Nous sommes des êtres humains. Mais l'humanité, je suis désolé, si vous allez au Japon, ils seront pas d'accord avec vous. Si vous allez en Russie, après, ce qu'on en fait, c'est autre chose. Mais objectivement, que vous soyez blanc, noir, asiatique ou latino, peu importe, vous êtes un être humain. Donc il y a pas de racine alors, non plus. Le racisme, si, c'est de retourner les choses. Non, je dis il n'y a pas de racine. Des races. C'est justement de faire l'inverse, de dire voilà. Voilà, j'agresse telle personne parce qu'elle n'a pas la même couleur de peau que moi. Mais je suis désolée, la personne qui n'a pas la même couleur de peau que moi, c'est la même personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même humanité. Ce que beaucoup ne se rendent pas compte, oui, non, mais la même humanité, c'est une chose. Le problème, c'est que les cultures en sont une autre. Et comment dire, entre la culture asiatique, la culture occidentale, la culture africaine, etc. Ça ne nie pas la différence culturelle. Alors, c'est pareil. Les différences... là, on a une approche différentielle. Alors, c'est par exemple ce que j'explique sur le néo-féminisme. Bon. Le féminisme, à l'origine,
historique, c'est un féminisme universaliste qui prend en compte, qui dit il y a des femmes, il y a des hommes, voilà. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une égalité des droits entre hommes et femmes. Je rappelle que les femmes, par exemple, petit exemple, n'ont obtenu le droit de travailler sans avoir obligatoirement la signature de leur mari ou de leur père, ou de pouvoir ouvrir un compte bancaire ou un chéquier en 1965. Il y a des gens qui vous diront la préhistoire. Non, regarde l'histoire, c'est hier, 1965. Donc, et je passe sur tout le reste. Donc, ce féminisme-là, dit universel, ne nie pas la différence non plus, puisqu'elle prend en compte le fait qu'il y a des femmes, il y a des hommes, et il y a des inégalités. Et on va aller dans le sens de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Donc, ça a impulsé beaucoup de choses. Ça a pu donner la parité en politique. Alors, ça aussi, vous allez me dire discrimination positive. Eh ben oui. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas, quand il n'y a rien qui marche? Il faut bien impulser. Alors, moi, ce que je dis par rapport à ces questions de discrimination positive, il ne faut pas que ça dure dans le temps. Voilà. Il faut que ça donne une impulsion. Mais quand ça dure dans le temps, ça a des effets pervers et ça se retourne contre... c'est exactement ce qui se passe en ce moment, c'est que ça dure depuis trop longtemps. Et justement, la question que je voulais vous poser, provocatrice tout à l'heure, mais pour vous taquiner, puisqu'on débat aussi, c'est intéressant, mais est-ce que depuis que les femmes ont fait leur entrée dans le monde de l'entreprise, est-ce que ça va mieux qu'avant? Mais la question n'est pas là. La question est pourquoi les femmes ne devraient pas être aussi incompétentes que les hommes, après tout? C'est une autre question. On le voit au gouvernement tous les jours. Il y a des hommes qui auraient le droit d'être incompétents, non? C'est intéressant parce que dans le wokisme, il faudrait rajouter une étape sur le féminisme parce que c'est pareil. On a aussi des groupuscules féministes extrêmement... Je continue avec le néo-féminisme. Je continue. Pourquoi? Parce que moi, je ne me situe pas du tout dans ce courant-là, je vous le dis tout de suite. Le néo-féminisme, c'est du féminisme différentialiste. Alors, il y a toujours eu une partie du féminisme historique qui se voulait différentialiste, qui mettait l'accent, qui disait, par exemple, qui prônait la maternité, disant que les femmes étaient supérieures aux hommes parce qu'elles faisaient des enfants, des choses comme ça. Bon. Là, maintenant, le néo-féminisme, ça n'est plus que du féminisme différentialiste. C'est-à-dire, tout est différent. Il n'y a plus que des différences. Donc, du coup, c'est la porte ouverte au wokisme, forcément, puisque le wokisme revendique la différence qui fait qu'on est dans une minorité et que donc c'est la différence qui est mise en exergue, si vous voulez. Voilà. Et ce néo-féminisme différentialiste fait que quand il se radicalise, alors il y a plus divers degrés, il ne faut pas non plus tout généraliser, fait que ça peut être la haine des hommes, ça va être la haine des hommes, ça va être toutes les femmes sont des victimes, la victime, comment dirais-je, le fait d'être ce que j'appelle la victimologie, je sais pas comment expliquer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes et de minorités victimes, on est d'accord avec ça, on est bien d'accord. Mais là, tout renvoie au fait qu'on est une victime. On est dans tout ce qui est victimaire, voilà. On ne voit plus le monde que sous cet angle-là. Et donc, ça pousse à l'extrême et ça fait que le néo-féminisme, actuellement, est tombé pour moi dans la marmite woke, carrément. Voilà. Le problème revendique le wokisme. Le problème du wokisme, c'est que c'est une forme de racisme et de discrimination à l'envers, parce qu'en réalité, ce qui est censé... ça génère de l'intolérance, c'est ça le problème. Ça génère l'antithèse de leur combat. Ben oui, c'est radicalisé, ça va très très loin. Ça va très loin, hein. Donc effectivement, dans certains cas, c'est de l'intolérance, oui. Et ça devient une espèce de totalitarisme intellectuel, carrément. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit. Si aujourd'hui vous commencez à critiquer les bloqueurs de puberté pour des enfants, on vous traite d'extrême droite, de raciste, de tout ce que vous voulez, quoi. De vieux ringards, de gens complètement à côté de la plaque, etc., etc. Et ce mouvement-là se veut en plus et présenté comme étant un progrès de l'humanité. On en est dans cette idée de progressisme. Nous progressons vers un monde meilleur. Alors, je fais la différence, si vous me le permettez, entre le progrès et le progressisme. Je ne me le mets pas du tout dans le même bateau. Le progressisme, c'est la tyrannie du progrès, quitte à détruire l'humain et à le remplacer. Ça s'appelle le transhumanisme, l'intelligence artificielle et la robotisation. Et on voit les dégâts que ça fait au quotidien, le nombre de gens qui sont mis sur le carreau, les caisses de supermarchés qui se transforment en machines où les gens sont capables,
parce que c'est pareil, une caisse automatique en supermarché, celui qui passe ses articles fait le travail d'un caissier. Une caissière Voilà. de plus au chômage. Exactement. Tout à fait. Et alors que le progrès est là pour accompagner l'humain, non pas pour le Bien remplacer, sûr, mais pour ça ne veut pas dire qu'on est contre le progrès, on est bien d'accord. Bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. Sinon, sans quoi la recherche scientifique n'aurait aucun sens, quoi. Mais bien sûr. Mais là, c'est tout ce qui pousse à l'extrême, c'est pousser, c'est radicaliser, pousser à l'extrême. Mais ça part au départ de bonnes intentions. Hein. Faut pas tout jeter, tout rejeter non plus là-dedans. Alors, qu'est-ce qui Le a fait problème, c'est que ça se radicalise. Comment ? Qu'est-ce qui a fait que ça a dévié alors ? Ben ça, alors là, ça, vous me posez une colle, là, j'en sais trop rien. Mais ça se politique. Je pense qu'il y a une récupération politique derrière alors, tout ça. Bettina, sincèrement, est-ce que vous pensez que depuis le départ, c'était d'une bonne intention quand on sait que c'est l'OMS qui a planifié Franchement, mais si, quand on prend les luttes pour les droits, écoutez, je reviens encore. Ça dépend qui finance. La tarte à la crème, l'égalité les avancées quand même pour les femmes. Je suis désolée. Hein, ça a été quand même des progrès. On peut pas le nier. Je répète. Ça dépend qui demander la signature de son mari pour pouvoir travailler jusqu'à 65, excusez-moi, oui, mais il y a un problème quand même. Ça n'a rien à voir avec le wokisme, ça. L'égalité parentale, le droit parental, égalité entre le père et la mère, c'est récent, c'est pas vieux non plus tout ça. Enfin, il y a toutes sortes de lois. Hein, le viol qui a enfin été criminalisé, qui était jugé au pénal, où les types se prenaient peut-être 2-3 mois grand maximum, et encore, tout dépendait de quel milieu ils appartenaient. Aujourd'hui, c'est jugé en assise, hein, un viol quand même. Bon, il y a des choses qui ont eu lieu. Bon, donc ça, on peut pas dire que c'est négatif, loin de là. Il y a eu des avancées énormes. Mais après que le problème, c'est que ça s'est focalisé sur tout ce qui est différentialisme. La différence est érigée en vertu, pratiquement. L'individu est devenu... la minorité passe avant la majorité. Alors, je ne sais pas si la majorité doit toujours être la majorité, c'est pas ça le problème. Mais il y a des revendications poussées à l'extrême, extrêmement radicalisées, et il y a eu un retournement, il y a eu une radicalisation, tout simplement, et qu'on retrouve même dans le langage aussi, hein, dans cette volonté à tout prix de féminiser tous azimuts la langue française, alors avec l'écriture inclusive, alors comme vous disiez tout à l'heure, à l'école les élèves, ils font toutes les 2 lignes, il y a 10 fautes quoi d'orthographe, et là on est en train d'inclure l'écriture inclusive dans les programmes scolaires. Voilà. Ah, ça va être compliqué pour le braille. C'est à l'extrême tout ça. Voilà. Bien sûr. Ça va trop loin, ça va trop loin. C'est pour ça qu'il faut dénoncer les dérives, parce que quand je lis les conséquences sociales et politiques du wokisme, on est page 112, donc c'est conséquences sociales et politiques du wokisme. Donc le 30 septembre 2021, donc on est quand même au moment du pass sanitaire, parce que le Covid, ça a été aussi l'opportunité pour faire passer beaucoup de choses pendant les confinements. Le ministère donc d'Éducation nationale, jeunesse et sport a fait paraître une circulaire pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire. Et je crois que c'était Blanquer qui était encore ministre à l'époque. Oui. Donc, oui, mais il y a toute une législation qui suit tout ça. Attention, hein. Bien sûr. Ça va très loin, hein. Bien sûr. Alors, allez-y, je vous interromps. Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Toute personne peut demander à l'officier d'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier d'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle, la demande est remise par un représentant légal. L'adjonction, la suppression, la modification de l'ordre de prénom peut être également demandée. Et un peu plus loin, vous dites que les directives du ministère fixent un cadre pour que les recteurs, inspecteurs, directeurs d'école, chefs d'établissement et enseignants puissent répondre à la demande de changement de prénom, de tenue vestimentaire, de toilette, de vestiaire, de douche, etc. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que, par exemple, il y a des faits comme ça qui me reviennent en mémoire. Un détenu qui se considère non plus comme homme mais comme femme va être mis dans une prison pour femmes. C'est arrivé aux États-Unis et il y a eu des affaires de viol. Un gamin, par exemple, un homme qui se revendique femme et qui va chez le gynéco parce que
il veut qu'il lui aille dans le fondement. Le gynéco, il dit, écoutez, moi, je m'occupe que des femmes. Le gynéco va être condamné. Un gamin qui se sent chien le matin, renard l'après-midi, flaque d'eau le soir, et ben le midi, il va chez le véto parce qu'il se sent chien. Et sa mère dit, bah écoutez, il se sent chien, donc soignez-le comme un chien. Et le veto, là, voilà. Donc, jusqu'où on va justement, aller? j'étais en train de chercher ce texte de loi qui est extrêmement important. J'ai mis Code des civil. post-it, donc je vais le trouver, je vais le Code trouver. civil, article 61-5 et 57 et Oui, 60. eh ben voilà, voilà. Ça, c'est Changement de très sexe. important. Ouais. Oui, c'est très important. Je suis en train d'essayer parce que ça, on peut pas le résumer comme ça, il faudrait le lire. Bien sûr. Je ne sais plus où je l'ai mis, ce truc directive. Non, ça, c'est des directives, c'est autre chose. Mais est-ce que c'est là Bon, bref, en résumant, j'ai déjà dit, c'est-à-dire que maintenant, même des médecins, pas que des médecins. Par exemple, imaginons, on va prendre des exemples concrets, voilà, parce que c'est plus simple. Vous avez, je sais pas, un enfant, bon, admettons un fils, une fille, ou même un neveu et une nièce, qui commence à vous parler de changer de sexe, bloqueur de puberté, machin, et qui est en plein là-dedans. Bon. Et puis, vous discutez avec pour comprendre, éventuellement. Et puis peut-être que vous lui faites de l'information, vous lui dites, mais attention, les bloqueurs de puberté, c'est pas rien quand même, et vous commencez à lui expliquer les choses. Eh bien, rien que le fait de chercher à dissuader ce mineur ou ce majeur, pas forcément que des enfants ou des adolescents, eh bien, vous êtes passible d'emprisonnement, c'est dans un texte de loi, là je l'ai écrit dans mon livre, et d'une amende extrêmement élevée. Alors les médecins, même chose, imaginons vous avez votre fils, votre fille, bon ça va pas trop, vous l'amenez voir un médecin, maintenant les généralistes pourront prescrire les hormones de transition, disons pour changer de sexe, alors que jusque-là ça n'était que les endocrinologues qui étaient autorisés à le faire. Bon, donc votre généraliste pourra très bien. Et imaginons, vous avez votre enfant, voilà, qui commence à s'habiller en fille, qui se fait appeler avec un prénom féminin à l'école, sachant que l'enseignant n'a pas le droit, est obligé de l'appeler par son nouveau prénom, sinon lui aussi aura des soucis d'ordre administratif par sa hiérarchie, il faut le savoir. Donc, cet enfant, vous l'amenez, alors vous dites, bon, c'est peut-être la solution, voilà. Et puis le médecin en face vous dit, ah ben, attendez, n'allons pas trop vite quand même, votre fils, votre fille, 10 ans, 12 ans, faudrait peut-être réfléchir un peu. Eh bien, le parent peut très bien porter plainte contre le médecin. C'est pas impossible. Non, mais ça devient hallucinant, quoi. Et inversement, si jamais vous-même, vous avez ce problème avec un de vos enfants ou peu importe, et vous allez voir un médecin et que cette fois-ci, c'est le médecin qui vous pousse à faire la transition et que vous refusez, eh bien là, c'est les parents qui peuvent avoir des problèmes jusqu'à ce que le retrait de la garde de l'enfant. Attention, Alors, ensuite, les placements abusifs et compagnie. Un article, mais qui est sorti après la publication de mon livre, de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Alors, qui a fuité, c'est un article du Figaro de décembre 2024 qui en parle. Ça fait partie d'un programme de travail, un projet de travail qui devait être publié, on est en décembre, au premier semestre de cette année. Bon, on attend toujours, on va voir ce que ça va donner. Eh bien, qui préconise notamment, lorsque l'on empêche la transition, le transgenrisme ou transition de genre avec bloqueur de puberté de son enfant, préconise le retrait de la garde de l'enfant aux parents et qu'on le remette au service social. Vous savez, Bettina, il y a quelque chose moi qui m'interpelle puisqu'on est en plein débat sur l'euthanasie en ce moment avec la fameuse loi. Et j'ai l'impression que les narratifs et que les conséquences sont les mêmes, que ce soit pour le wokisme comme pour l'euthanasie. C'est-à-dire que ça pose aussi la question du consentement, c'est pareil. Mais il n'y a pas que ça. Ça va même au-delà du consentement. C'est-à-dire que, en fait, on va incriminer ceux qui veulent défendre la victime, en tout cas celui ou celle qui choisit pour elle. Ensuite, les parents finalement sont devenus des bourreaux dans l'histoire.
et pas les défenseurs de leur enfant, parce qu'on leur fait comprendre que l'enfant n'appartient pas aux parents, il appartient à l'État. Donc il y a une forme de communisme 2.0 qui s'est accentué. Et encore une fois, moi je suis désolé, le point commun entre l'interruption volontaire de grossesse, l'euthanasie et le wokisme, c'est la mort. C'est la mort, qu'elle soit symbolique, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit anthropologique, mais il y a toujours la notion de mort. Il n'y a jamais la notion de vie. Alors l'IVG, bien sûr, pour certaines situations, etc., c'est exceptionnel, mais aujourd'hui, on a constitutionnalisé l'IVG comme si c'était une fierté de faire 250 000 IVG par an. Je rappelle que Bordeaux possède à peu près 250 000 habitants. Donc chaque année, c'est Bordeaux qui déménage. Donc il faut quand même comprendre que sur le plan spirituel… Alors, concernant cette histoire justement d'IVG dans la Constitution, alors moi déjà, première chose, c'est bien beau de mettre quelque chose dans la Constitution, mais ça ne suit pas. Ça ne suit pas derrière. Non, mais c'est surtout que ça sert à rien, non, mais attendez, il y a quantité de femmes qui veulent se faire avorter qui ne peuvent pas. Elles sont plus dans les délais, elles sont obligées de partir à l'étranger parce qu'il y a un désert médical qui fait que voilà. Bon, ça c'est la première chose. Bon. Ensuite, pour moi, l'IVG, c'est l'échec de la contraception. C'est rien d'autre. Quand la contraception se fait correctement, et notamment en direction des très jeunes, des adolescentes, parce que le problème est bien là, souvent, pas toujours, mais souvent quand même, quand une bonne prévention est faite au niveau contraception, il n'y a pas besoin d'IVG. Voilà. Bon. Après, pour, contre, ça, c'est un autre débat. Je ne rentre pas là-dedans. Non, mais sans aller dans le débat. Je suis pas la place, on n'est pas à la place d'une femme qui a décidé. Ah non, mais c'était même pas le sens de mon propos. Moi, je suis pas là pour débattre sur l'IVG. C'est simplement que on a un pays quand même qui a 3300 milliards de dettes, qui est en train de crever dans tous les, voilà. Et la seule chose que l'État trouve à faire de symbolique, c'est de constitutionnaliser l'IVG. C'est-à-dire que les priorités du système. Oui, non, mais là, on est d'accord. Que des hôpitaux, vous parlez des déserts médicaux. Moi, j'ai une maternité qui a fermé à côté de chez moi. Pour aller à l'hôpital, pour trouver un médecin, même un jour férié. Sur tout le territoire français, c'est comme ça. Il y a des choses du quotidien. Il y a plein de gens qui n'ont plus de médecins généralistes actuellement. Voilà. Donc, je pense que les choses du quotidien par rapport à ce qui est réellement fait. Oui, mais bien sûr, c'est disproportionné, on est d'accord. Et à la rigueur, mettre la contraception dans la Constitution, oui, pourquoi pas. Mais bon, c'est pareil. Donnons les moyens. C'est bien beau de mettre les choses dans la Constitution si on ne donne pas si les moyens ne suivent pas derrière, ça sert à rien. C'est de l'esbrouf. C'est de la politique politicienne, ça rien d'autre. Alors après, tout le monde s'engouffre là-dedans, les néo-féministes, et qui crient au truc, le progrès immense. Mais quel progrès si ça ne suit pas sur le terrain? Non, mais déjà, il y a un problème majeur. Le wokisme, c'est quoi? C'est aussi inciter les gens à plus faire d'enfants. Vous croyez que la France, n'aurait pas besoin d'avoir plus d'enfants quand aujourd'hui presque la mortalité dépasse la natalité? Quand on a un pays… il y a des raisons à tout ça. Hein. Il y a un gros problème. Il y a des raisons, oui. C'est la politique qu'on vit depuis plusieurs années. Quand on a plus au Rivotril des anciens dans les EHPAD ou dans les hôpitaux, quand on a harcelé les gamins à porter le masque et à s'étouffer avec, quand on a une politique mortifère qui est là pour tuer le peuple, oui, forcément, on comprend pourquoi la mort est institutionnalisée. Mais une société qui va bien, c'est une société qui va faire des enfants. C'est une société qui veut la prospérité et pas des gens qui font tout pour détruire cela. Macron n'a jamais eu d'enfants. La plupart de nos ministres, ils n'ont pas d'enfants ou ils ont une vie privée qui est l'antithèse de leur vie officielle. Donc, ils ont des femmes, mais en fait, ils sont tous de la même orientation sexuelle en privé. Donc, forcément, ils font pas d'enfants. Mais voilà, c'est pas de la discrimination, ce que je dis. C'est du factuel. Donc, qu'est-ce que ces gens-là vont nous donner de leçons en matière de faites des enfants ou n'en faites pas? Et puis, il y a la tyrannie écologiste qui d'ailleurs rejoint le wokisme, parce que les écolos, ils sont très woke aussi. C'est vert à l'extérieur, mais c'est rouge à l'intérieur. C'est-à-dire, pour sauver la planète. Il y a un nouveau concept qui s'appelle l'éco-anxiété. Oui, avec des gens à poil qui se montent devant les enfants. Oui. Alors déjà, on avait l'anxiété, ce qui était déjà pas mal. Maintenant, on a l'éco-anxiété. Enfin bon, pourquoi pas. Là, on a l'intelligence artificielle, il faut résoudre la bêtise réelle. On a l'anxiété pour tout, quoi. Voilà, mais bon. Ouais. C'est vrai. Alors, justement, il y a une partie qui est très intéressante aussi dans l'ouvrage, page 130. C'est sur les remises en question anthropologiques, philosophiques et éthiques. Parce que là, on a parlé, j'allais dire, de l'individu, du genre, de l'orientation sexuelle, mais on va presque aller sur le côté anthropologique et presque métaphysique. Avec une citation d'Huxley,
de 1932 quand même. Le thème du meilleur des mondes n'est pas le progrès de la science en tant que tel, c'est le progrès de la science en tant qu'il affecte les individus humains. Intéressant. Donc la science contre la technique. Et vous dites, je cite, le développement technologique induit des bouleversements sociaux importants. L'idée du progrès que le philosophe Auguste Comte au début du 19e siècle, avec le positivisme, a conceptualisé, a changé les perspectives historiques de l'humanité. Donc Pierre-André Taguieff, dans L'émancipation promise en 2019, explique que, je cite, la promesse de l'émancipation du genre humain est au cœur de l'idéologie moderne qui, fondée sur le primat de l'économie, est à la fois individualiste, universaliste et égalitariste. Aux yeux des modernes, adeptes de la religion du progrès, cette marche universelle vers l'émancipation est la manifestation de la perfectibilité du genre humain et vaut pour preuve qu'il y a un progrès dans l'histoire, donc que cette dernière a un sens. Et ce qui est assez intéressant, c'est la notion de religion du progrès. Donc en fait, comme pendant le Covid, la science est devenue une religion. D'ailleurs, on a inventé le covidisme, c'est-à-dire que maintenant, dès que quelqu'un sent qu'il est malade, etc., pas tous, hein, mais il porte le masque, il se met du gel, etc., il devient pire que Michel Drucker et il devient hypocondriaque. Combien d'hypocondriaques on a créé depuis 5 ans? Un certain nombre qui vont reproduire ad vitam aeternam jusqu'à comprendre qu'en fait, on se foutait de leur gueule depuis le départ et que la stratégie, c'était qu'ils aillent à l'abattoir en premier. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Attali. C'est Attali qui l'a dit il y a 45 ans. Les idiots iront d'eux-mêmes à l'abattoir parce qu'il y a trop de monde sur Terre, donc il faut réduire les inutiles. Ça, c'est Harari qui le dit en tant que bras droit de Klaus Schwab à Davos. Donc malheureusement, le wokisme fait partie de cette idéologie où, sous prétexte d'éveiller à la tolérance envers certaines minorités, eh bien, transforme cet éveil en tyrannie et en voulant détruire le corps familial et, j'allais dire, le principe de l'homme et de la femme, hein, parce que je vous cite par exemple J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, hein, qui était mon écrivain préféré à l'époque et qui s'est fait, mais alors, défoncé par une grande partie de ses fans parce qu'elle disait non, il y a un genre biologique, c'est l'homme et la femme. Et donc, comme on lui a reproché de ne pas être woke, il y a eu des autodafés quand même de bouquins d'Harry Potter. Il faut imaginer ce que ça représente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens sont devenus tellement fous qu'ils en sont criminels et qu'ils veulent criminaliser tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Donc, comment peut-on arrêter ce genre de dérive aujourd'hui, Bettina? Alors là. Question à 1 million d'euros. Déjà, puisque moi je répète, les adultes, pour moi, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas mon problème. Ils sont homosexuels, bisexuels, transsexuels, transgenres, travestis, tout ce qu'ils veulent. C'est pas mon problème. Chacun fait ce qu'il veut. OK? Bon. Par contre, les enfants, c'est non. Donc, que les parents commencent à se mobiliser. Puisque là, à la rentrée de septembre, les programmes dits des droits sexuels qui n'existent pas, des soi-disant droits sexuels pour les enfants, vont être mis en application. Là, ça démarre à la rentrée. Ben, c'est aux parents de bouger. Voilà. Les enfants, les adolescents, c'est l'avenir, non, du pays, il me semble. Après que des gens fassent des choix de vie avec des orientations sexuelles, quelles qu'elles soient, ou changement de sexe ou pas, peu importe, ça les regarde. Mais là, on touche au cœur du pays, je dirais, les enfants, les adolescents, l'avenir du pays. Hein. Et si on est en train de déstructurer complètement des générations entières d'enfants et déstructurer pas seulement au niveau de l'orthographe, bon, on va pas parler de l'écriture inclusive entre autres, mais il y a toute une idéologie à travers la langue aussi qui est là, hein, qui fait partie de toute cette mouvance là. On déconstruit la langue française aussi. Alors, je ne sais pas dans d'autres langues comment ça se passe, mais chez nous, on est en train de la déconstruire quelque part. Avec cette volonté à tout prix de féminiser. Ça ne veut pas dire que enfin, comment dire, c'est pareil, ça va trop loin, voilà. Et ça rentre dans une idéologie de la déconstruction. Et la déconstruction, elle commence par la langue, toujours, souvent, mais après, ça va beaucoup plus loin. C'est la déconstruction des esprits, c'est la déconstruction de la pensée, ça va très, très loin, tout ça. Hein. Bien plus qu'on ne croit. Donc, voilà. Alors, justement, et ensuite, ce que je voulais dire aussi, effectivement,
la façon dont les choses se passent actuellement avec tout cet extrémisme, parce que là, on peut parler d'extrémisme, ça va trop loin, c'est trop radicalisé, toutes ces revendications victimaires, très bien, ok. Oui, des victimes. Moi, je ne conteste pas le fait qu'il y ait des victimes. Un enfant qui se fait violer par un pédophile, c'est une victime. Une femme, un homme qui se fait violer, ce sont des victimes, on est bien d'accord, qui doivent être reconnues et défendues, ce qui ne sont pas souvent et très mal. Il y a très très peu de concernant tout ce qui est les viols pour enfants, il y a un pourcentage mais ridicule de 0, et quelques pourcents de condamnation par la justice. C'est un scandale ce qui se passe à ce niveau-là. Bon, donc ça je ne remets pas en question ça, mais simplement là on bascule dans une forme sectaire. Ça fonctionne comme une secte. Voilà. Et d'ailleurs, Caroline Eliachev, la psychanalyste, et Céline Manson, dans leur texte La fabrique de l'enfant transgenre, je trouve le titre très parlant d'ailleurs, relève 12 points, carrément, que j'ai synthétisé, hein, pour pas tout reprendre dans les détails. Et ces 12 points comment dirais-je, qui amènent elles font une recension en 12 points qui accrédite l'emprise psychologique. Il y a une emprise psychologique qui est faite. Alors, c'est pas 120, vous voyez. Alors, première chose, l'élection et l'appartenance à une communauté, le sentiment d'appartenance à un groupe marginalise la personne transgenre. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire, tu es quelqu'un de spécial et de différent. Et nous, on va t'aider. C'est un peu ça. 2, le recrutement se fait en ligne, évidemment. Impact des réseaux sociaux, de toutes les applications, etc. Et s'adresse aux jeunes souvent vulnérables en quête d'identité, ce qui n'a rien d'extraordinaire à ces âges-là. Bon. 3, la nouvelle langue et l'usage d'un jargon spécialisé, ce qu'on disait, qui les distingue, une pseudo-science universitaire leur fournissant ces concepts. Par exemple, les queer studies ou autres, comme quoi tout est possible finalement. L'idée que tu veux changer de corps, eh ben, change de corps, c'est pas un problème. Il y a un peu de ça, quoi. Voilà. 4, l'isolement social et familial. Alors ça, c'est très sectaire. Le nouveau membre est séparé de sa famille et de ses amis. L'isolant ainsi pour mieux faire pression sur lui, l'endoctriner. Rejet des parents comme transphobes au profit d'une nouvelle, entre guillemets, famille. 5, la foi et les croyances. On leur demande de faire acte de foi à un postulat sans fondement scientifique et de faire leur des croyances non étayées par des faits, comme celui du bien-être supposé apporté par la transition médicale. Oui, parce que c'est ce qu'on vend à ces enfants. On ne leur parle pas des conséquences médicales, physiologiques des bloqueurs de puberté, mais on leur dit tu vas te sentir mieux. Sauf qu'on va en faire des malades à vie, hein, des gens sous traitement médicamenteux à vie. Bon. Ensuite, 6, le déni de la science, de la biologie, oui, puisque le sexe biologique n'existe plus. Il n'y a plus de sexe biologique pour les wokistes. Il n'y a plus que le genre. Le sexe n'existe plus. Bon, notamment en faveur d'une doxa soutenue par un certain nombre de militants académiques. Il faut savoir qu'il y a des relais académiques aussi. Hein. 7, l'affirmation infondée sur l'auto-identification, l'autodétermination. Procédé pseudo-démocratique et libertaire qui prétend que chacun devrait décider de son identité, ce que je disais. Tout est possible finalement avec la science aujourd'hui, voilà. 8, victimisation et inversion victimaire. Inversion victimaire. La transphobie est un argument de poids pour faire valoir leur victimisation au sein de la société. C'est l'autre, c'est à cause de l'autre que tu n'es pas bien. Voilà. 9, pression exercée sur les proches. La menace suicidaire est une stratégie rhétorique qui consiste à dramatiser afin d'obtenir l'assentiment de la famille. À combien de parents on dit, si vous refusez les bloqueurs de puberté, votre fils va se suicider. Vous faites quoi quand on vous dit ça? Et quand c'est le corps médical qui vous dit ça, je ne dis pas que c'est tout le monde, hein, mais voilà. Quand on pousse, voilà. 10, les stigmates, les blessures infligées sur le corps, et notamment la chirurgie, sont un signe d'allégeance au groupe, un peu comme des tatouages ou des choses comme ça, vous voyez, bon. 11, le lobbying permet aux transactivistes de s'introduire à tous les niveaux de la société afin de faire valoir leurs revendications. C'est le rôle des GAFAM, c'est Disneyland, où il y a des Blanche-Neige woke, machin, sauf que ça, ils ont arrêté parce que ça marchait pas en fait, ça n'a pas pris. Mais n'empêche que ça a duré un temps, ça encore. Et 12, enfin, les profits, l'industrie transgenre génère d'énormes profits, ça il faut le dire.
pour l'industrie pharmaceutique, puisque ces personnes sont des patients qui nécessiteront des hormones à vie, et les organisations qui promeuvent cette idéologie sont financées par des grands groupes et de grandes fortunes. Voilà. Il y a beaucoup d'argent. Alors, une opération de changement de sexe, c'est 10 000 €. En France, c'est remboursé par la sécurité sociale. 100%. Voilà. Alors que si vous avez des lunettes, des problèmes. J'ai dit ça cette semaine en émission, donc. Ça fait un peu démagogue de dire ça, mais si Non, vous pas du devez tout. changer vos lunettes, ben c'est Alors, pas prêt à non, non. 100%. J'assumerai d'être démagogue à titre personnel parce que je considère que moi j'ai des proches, par exemple, ils ont des problèmes de dents ou des problèmes Bah, les dents, non, auditifs ou quoi que ce soit. alors là, Quand il faut ouais. avoir rendez-vous chez un chirurgien dentiste, ça Ouais, prend des déjà. plombes. Par Bah, il contre, faut du jour au lendemain, mais pour changer de sexe, c'est remboursé à 100%. Non, parce que ça considère, ça comprend quoi? Même pas 1% de la population, alors que plus on vieillit, d'ici 2050, il y aura la moitié de l'humanité qui sera myope. Donc le nombre de gens qui ont besoin de lunettes, je peux vous dire qu'ils sont bien plus nombreux que ceux qui ont besoin de changer de sexe. Donc de genre. Ensuite, à l'âge de 16 ans, en France, avec signature des parents quand même, vous avez le droit de vous faire enlever les seins pour une jeune fille. L'OMS préconise 14 ans. Hein. Il y a des pays où c'est le cas à 14 ans. Vous voyez un peu. Ça va loin quand même. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, que souvent c'est comment dire, c'est au niveau de celui qui finance qu'il faut regarder, et l'OMS Oui. c'est en grande partie avec Bill Gates comme Ah, mais actionnaire. pour l'industrie pharmaceutique, c'est magnifique, c'est magique. Ah bah, bien sûr, bah, ça n'a pas fonctionné avec le Covid, Mais c'est donc des ça fonctionne. milliards de chiffre d'affaires là. Hein. Bien sûr. Mais vous savez, vous savez, les chirurgiens qui pratiquent les opérations. Alors chez nous, attention, c'est l'hôpital public, donc il n'y a pas de. C'est pas comme aux États-Unis où il y a tout un business, alors qui est gigantesque. Hein, parce que là, c'est dans le privé, disons. Chez nous, c'est l'hôpital public hein, qui procède au. Donc c'est réglementé, je dirais, au niveau. Voilà. Ouais, mais ça rapporte. Ah ouais, Mais faut surtout, imaginer l'industrie pharmaceutique a de gros intérêts là-dedans, bien évidemment. Bien évidemment. Alors Bettina, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit, sachant que comment dire, on pourrait évoquer la fameuse cancel culture, même si on en a évoqué un petit peu tout à l'heure. Bah, ça fait partie de l'ensemble. C'est le prolongement. Oui. Alors on va pas revenir sur toutes les définitions de l'ouvrage. On a intersectionnalité, cisgenre, etc. pour ceux que ça intéresse. Oui, tout ça. Sachant qu'en description, il y aura le lien pour commander l'ouvrage notamment. Mais voilà, pour finir cette émission, je vous propose de parler de la culture annulée, c'est-à-dire cancel culture, on pourrait l'appeler le terrorisme intellectuel ou le terrorisme culturel, dans le sens où, exemple, les statues qui étaient enlevées de Voltaire parce que Voltaire avait avait parlé des nègres il y a 3 siècles, qui disait que les nègres étaient des gens inférieurs, etc. Ou par exemple telle statue de telle personne qui a colonisé, qui a participé à la colonisation de l'Afrique ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça révèle, ça, de la France en elle-même? Pas que de la France, parce qu'aux États-Unis, je vous dis pas, c'est 10 fois pire. Hein. Ah oui, c'est-à-dire que ça veut dire que la France est toujours la question raciale, elle est très importante. Hein, donc ça veut dire que finalement, à chaque fois, quand vous dites que c'est global, ça veut dire que la France ça touche les pays occidentaux dans leur ensemble. Voilà. Ouais. D'accord. Oui, dans leur ensemble. Riches, pays occidentaux riches, hein, je parle. Voilà. Bon. Alors cette cancel culture, oui, elle va très très loin. C'est-à-dire que par exemple, je vais vous faire rigoler, mais ça c'est une anecdote que j'avais racontée dans une chronique dans un autre ouvrage. En fait, quand la Russie et l'Ukraine sont entrées en conflit, en guerre, disons, donc c'était donc au printemps 2022, non, je sais plus, ou 21, je me rappelle plus, c'est 21 ou 22. 24 février 2022. Ouais, 2022. Eh bien, figurez-vous que tous les ans, il y a des concours, différents concours, hein, et il y a des concours de félins, de chats. Eh bien, les chats russes ont été interdits de concours félins. Voilà. Voilà où on en est. Alors après, pour continuer, des compositeurs russes
extrêmement Le connu. pianiste russe interdit aux États-Unis parce qu'il était Mais russe. carrément, non, mais les compositeurs, c'est des gens qui sont morts il y a déjà un moment, Oui, Dostoïevski, etc. Oui. interdiction de jouer leurs morceaux de musique. Débaptiser des Shostakovich, noms de des rue, gens comme ça. Hein. débaptiser des noms de rue pour mettre des rues de noms, des noms de rues ukrainiennes. Alors, bon, donc là, ça va, voilà. Alors, tout ça parce que, comment dirais-je, après, on va pas nier, bien sûr qu'il y a eu les revendications. Je prends les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Ça a été un combat de longue haleine. Il faut voir d'où ils venaient. Il faut voir ce que c'était que la ségrégation dans les États sud de l'Amérique, du sud des États-Unis. C'était pas rien, l'esclavage. Ça n'a pas été rien. Le commerce triangulaire qui a duré 350 ans, c'est pas rien non plus. On est bien d'accord. Mais le problème, c'est que on oublie, il y a un contexte historique, mais qui est complètement nié. Et on déconstruit l'histoire, comme on déconstruit le langage, ou on réécrit l'histoire aussi en fonction de ses intérêts du moment. Il y a une réécriture de l'histoire qui est faite. Alors, ça ne veut pas dire que l'histoire, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien, si l'histoire est belle ou pas belle, l'histoire est là. Mais on l'a réécrit, on l'a déconstruit, on l'a reconstruit à des fins politiques et à des fins idéologiques. Et c'est ça la cancel culture. La question n'est pas de savoir si la personne effectivement pratiquait la traite, le commerce triangulaire, était un esclavagiste. Oui, il y en a eu. Ça a duré 350 ans, donc c'est pas rien. Sachant que d'ailleurs, on oublie, dans ces revendications-là, on oublie que l'esclavage remonte à bien au-delà. L'esclavage arabo-musulman a existé pendant des siècles aussi. Ça démarre pas au début du XVIe siècle, en 1500 et quelques, après la conquête du Nouveau Monde, au moment de la conquête du Nouveau Monde. De tout temps, on reprend l'Antiquité, que ce soit l'Égypte ancienne, l'Antiquité grecque, romaine, il y a toujours eu des esclaves, ça faisait partie du fonctionnement de la société. Un esclave, c'était un butin de guerre. C'est comme ça qu'on avait des esclaves à ces époques. Bon, après, je ne dis pas, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal, la question est que c'est un constat historique. C'était un contexte, voilà. C'est tout. Bon, alors quand on triture l'histoire, on l'arrange à sa sauce, eh ben ça donne des abus. Et ça donne de l'extrémisme et du radicalisme. Et effectivement, on bascule dans du n'importe quoi. Des chats russes des chats russes ou des chats russes qui peuvent plus Les chats russes. voilà. Qui sont interdits de concours à Paris. À la fin, vous mettez à la fin de la 4e de couverture, et pourquoi pas antisémite. Si on avait mis juif à la place de russe, ça n'aurait pas été le même effet par contre. Donc on voit bien aussi que, encore une fois. C'est-à-dire que là, on bascule dans une intolérance. Au nom de la tolérance, on bascule dans l'intolérance, quoi. Moi, je trouve ça très triste. Moi, ça m'afflige, hein. Clairement, ça m'afflige, hein. Des fois, je tourne les choses un peu à la rigolade comme ça parce qu'il vaut mieux essayer de se distancier pour se préserver aussi, c'est important. Mais ça m'afflige beaucoup parce que il y a des contresens, on trafique l'histoire, on trafique tout, les données, tout est trafiqué, quoi, finalement. Le vrai, le faux, c'est pareil. Voilà. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, finalement, c'est pas un problème. Enfin, c'est tout et n'importe quoi, là. Et ça va trop loin, quoi. Et surtout, ça met en danger la vie d'enfants et d'adolescents. Hein. Quand vous savez que une clinique à Boston de transgenre, transidentité, le premier patient a 3 ans, 3 ans dans une clinique à Boston, aux États-Unis. Hein, clinique transgenre. Non, mais vous voyez où on en est là, quand même. Oui. Et qui est responsable, c'est le gosse ou le parent? Ah bah alors après, là, je laisse la parole aux psychologues, hein, psychanalystes et autres. Il y a des choses à dire là-dessus aussi, c'est sûr. Bien sûr. Mais je leur laisse la parole. En tout cas, Bettina, le wokisme, nouvelle morale du bien, point d'interrogation. Merci pour toutes ces explications. On retrouve beaucoup de pédagogie, de sources, de références. Voilà. Donc, merci à vous, Bettina. Est-ce que vous êtes sur un autre projet littéraire en ce moment ou... En ce moment, j'écris un roman historique et un roman policier. J'écris toujours en parallèle
2 romans en bien. même temps, j'alterne comme ça, voilà. Mais Très bien, tout ce qui est essai, pour l'instant, non, mais peut-être que ça va venir, ouais. parfait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Bettina pour cette émission sur le wokisme et à C'est moi très qui vous bientôt pour les remercie beaucoup auditeurs. et vos éditeurs aussi d'être là. Enfin, Merci d'être à vous. là même un peu plus tard, c'est pas un problème. Voilà. Bonne journée. Merci à vous. Merci.